Alors, bonjour chers souscripteurs, merci pour votre soutien. Donc, si vous avez regardé le teaser de cette vidéo, et je vous invite évidemment à le regarder à chaque fois, vous avez le contexte. Donc, je vais passer directement au discours secret de Chi Hao-chan. Camarades, je suis très excité aujourd'hui car le sondage en ligne à grande échelle Sina.com qui a été réalisé pour nous a montré que notre prochaine génération est très prometteuse et que la cause de notre parti sera poursuivie. À la question « Allez-vous tirer sur les femmes, les enfants et les prisonniers de guerre ?», plus de 80% des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative, ce qui dépasse de loin nos attentes. Ça commence fort. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les raisons pour lesquelles nous avons demandé à Sina.com de réaliser cette enquête en ligne auprès de notre peuple. Mon discours d'aujourd'hui est la suite de mon discours de la dernière fois, au cours duquel j'ai commencé par une discussion sur la question des 3 îles, où j'ai mentionné que 20 ans du thème idyllique de paix et développement étaient arrivés à leur fin, et conclu que la modernisation sous le sabre est la seule option pour la prochaine phase de la Chine. Donc là, on est en 2001-2002. On n'a pas la date exacte de ce discours, malheureusement. Je mentionne également que nous avons un enjeu vital à l'étranger. Aujourd'hui, je parlerai plus spécifiquement de ces 2 questions. La question centrale de cette enquête semble être de savoir si l'on doit tirer sur les femmes, les enfants et les prisonniers de guerre, mais sa véritable signification va bien au-delà. Si ces futurs soldats n'hésitent pas à tuer même des non-combattants, ils seront naturellement doublement prêts et impitoyables pour tuer des combattants. Par conséquent, les réponses aux questions de l'enquête peuvent refléter l'attitude générale des gens envers la guerre. En réalité, cependant, ce n'est pas notre véritable intention. L'objectif du comité central du PCC, en menant cette enquête, est de sonder l'esprit des gens. Nous voulions savoir si le développement mondial de la Chine nécessite des morts massives dans les pays ennemis, notre peuple approuvera-t-il ce scénario? Seront-ils pour ou contre? Donc lui, au moins, il dit les choses. Comme chacun sait, l'essence de la pensée du camarade Deng Xiaoping est le développement et la dure vérité. Le développement et la dure vérité. Le camarade Hu Jintao a également souligné à plusieurs reprises et avec insistance que le développement est notre priorité absolue, ce qui ne doit pas être négligé même un instant. Mais de nombreux camarades ont tendance à comprendre le développement dans son sens étroit en supposant qu'il se limite au développement national. En réalité, notre développement fait référence à la grande revitalisation de la nation chinoise, qui bien sûr ne se limite pas à la terre que nous possédons actuellement, mais inclut également le monde entier. Voilà. Pourquoi est-ce que je m'exprime ainsi? Le camarade Liu Huaqing, l'un des dirigeants de la vieille génération de notre parti, et le camarade He Jing, le jeune stratège de notre parti, ont tous deux souligné à plusieurs reprises la théorie concernant le déplacement du centre de la civilisation mondiale. Notre slogan de revitalisation de la Chine a pour base cette façon de penser. Vous pouvez consulter les journaux et les magazines publiés ces dernières années, ou faire des recherches en ligne pour savoir qui a soulevé le slogan de la revitalisation nationale. Il s'agit du camarade He Xing. Savez-vous qui est He Xing? Il a peut-être l'air agressif et méprisable lorsqu'il parle en public, avec ses manches et son pantalon retroussé, mais sa vision historique est un trésor que notre parti doit chérir. Pour discuter de cette question, commençons par le début. Comme tout le monde le sait, selon les vues propagées par les érudits occidentaux, l'humanité dans son ensemble est issue d'une seule et même mère en Afrique. Par conséquent, aucune race ne peut prétendre à la supériorité raciale. Cependant, selon les recherches menées par la plupart des universitaires chinois, les Chinois sont différents des autres races sur Terre. Tiens donc. Nous ne sommes pas nés en Afrique. Au contraire, nous sommes nés indépendamment sur le territoire de la Chine. L'homme de Pékin à Zhukudiang. Alors ça, c'est une grotte à Pékin, similaire à la grotte de Lascaux, c'est ce que je rajoute. C'était pas dans le texte original, parce qu'ils connaissent évidemment. Que nous connaissons tous, représente une phase de l'évolution de nos ancêtres. Le projet de recherche des origines de la civilisation chinoise, actuellement entrepris dans notre pays, vise une recherche plus complète et systématique sur l'origine, le processus et le développement de l'ancienne civilisation chinoise. Nous avions l'habitude de dire « la civilisation chinoise a une histoire de 5000 ans ». Mais aujourd'hui, de nombreux experts engagés dans des recherches dans des domaines variés, notamment l'archéologie, les cultures ethniques et les cultures régionales, sont parvenus à un consensus sur le fait que les nouvelles découvertes telles que la culture Hongshan dans le nord-est, la coupe Lianghan dans la province du Zhejiang, les ruines Jingsha dans la province du Sichuan et le site culturel de l'empereur Shun de Yongzhou dans la province du Hunan sont autant de preuves irréfutables de l'existence des premières civilisations de la Chine. Elles prouvent que l'histoire de l'agriculture risicole en Chine remonte à 8000 ou 10 000 ans, ce qui refute le concept de 5000 ans de civilisation chinoise. Par conséquent,
nous pouvons affirmer que nous sommes le produit de racines culturelles de plus d'1 million d'années et d'une entité chinoise unique de 2000 ans. Voici l'entité chinoise de 2000 ans. C'est la nation chinoise qui s'appelle elle-même descendant de Yan et Yuan, la nation chinoise dont nous sommes si fiers. L'Allemagne d'Hitler s'était autrefois vantée que la race allemande était la race la plus supérieure sur Terre. Mais en réalité, notre nation est bien supérieure aux Allemands. Au cours de notre histoire, notre peuple s'est disséminé à travers les Amériques et les régions situées le long du Pacifique. Il est devenu les Indiens dans les Amériques et les groupes ethniques d'Asie orientale dans le Pacifique Sud. Nous savons tous qu'en raison de notre supériorité nationale, notre civilisation était à l'apogée du monde sous la dynastie Tang, florissante et prospère. Nous étions le centre de la civilisation mondiale, et aucune autre civilisation dans le monde n'était comparable à la nôtre. Plus tard, à cause de notre suffisance, de notre étroitesse d'esprit et de l'enfermement de notre propre pays, nous avons été dépassés par la civilisation occidentale, et le centre du monde s'est déplacé vers l'ouest. En passant en revue l'histoire, on peut se demander, le centre de la civilisation mondiale va-t-il revenir en Chine? Le camarade He Xing l'a formulé dans son rapport au comité central en 1988. Si le fait est que le centre de la direction du monde était situé en Europe à partir du XVIIIe siècle, puis s'est déplacé vers les États-Unis au milieu du XXe siècle, le centre de la direction du monde se déplacera vers l'est de notre planète. Et l'est fait bien sûr principalement référence à la Chine. En fait, le camarade Louis Wang-Qin a fait des remarques similaires dans les années 1980. Sur la base d'une analyse historique, il a souligné que le centre de la civilisation mondiale se déplace. Il s'est déplacé vers l'Est, vers l'Europe occidentale, puis vers les États-Unis. Aujourd'hui, il revient vers l'Est. Par conséquent, si nous considérons le XIXe siècle comme le siècle britannique et le XXe siècle comme le siècle américain, alors le XXIe siècle sera le siècle chinois. Comprendre consciencieusement cette loi historique et saluer l'avènement du siècle chinois est la mission historique de notre parti. Comme nous le savons tous, à la fin du siècle dernier, nous avons construit l'hôtel du siècle chinois à Pékin. Au moment même de l'arrivée du nouveau millénaire, la direction collective du comité central du parti s'y est rassemblée, soutenant les flambeaux de Zhukudian, pour s'engager à se préparer à accueillir l'arrivée du siècle chinois. Nous faisions cela pour suivre la loi historique et fixer la réalisation du siècle chinois comme objectif des efforts de notre parti. Plus tard, dans le rapport politique du 16e Congrès national de notre parti, nous avons établi que la revitalisation nationale devait être notre grand objectif et avons explicitement spécifié dans les nouveaux statuts de notre parti que celui-ci est le pionnier du peuple chinois. Toutes ces étapes ont marqué un développement majeur du marxisme, reflétant le courage et la sagesse de notre parti. Comme nous le savons tous, Marx et ses disciples n'ont jamais fait référence à un parti communiste en tant que pionnier d'un certain peuple. Ils n'ont pas non plus dit que la revitalisation nationale pouvait être utilisée comme slogan d'un parti communiste. Même le camarade Mao, courageux héros national, n'a fait que lever haut la bannière de la révolution prolétarienne mondiale. Mais même lui n'a pas eu le courage de donner la plus grande publicité au slogan de la revitalisation nationale. Nous devons saluer l'arrivée du siècle chinois en levant haut la bannière de la revitalisation nationale. Comment devons-nous lutter pour la réalisation du siècle chinois? Nous devons emprunter les précieuses expériences de l'histoire de l'humanité, en profitant de l'épanouissement exceptionnel de la civilisation humaine et en tirant les leçons de ce qui est arrivé aux autres groupes ethniques. Ces leçons comprennent l'effondrement du communisme dans l'ancienne Union soviétique et en Europe de l'Est, ainsi que les défaites de l'Allemagne et du Japon dans le passé. Les leçons de l'effondrement du communisme dans l'ex-Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est ont récemment fait l'objet de nombreuses discussions. Je ne m'y attarderai donc pas ici. Aujourd'hui, j'aimerais parler des leçons de l'Allemagne et du Japon. Comme nous le savons tous, l'Allemagne nazie a également accordé une grande importance à l'éducation du peuple, en particulier de la jeune génération. Le parti et le gouvernement nazi ont organisé et créé diverses institutions de propagande et d'éducation, telles que le bureau directeur de la propagande nationale, le département d'éducation nationale de la propagande, le bureau de supervision de l'étude et de l'éducation de la vision du monde, et le bureau d'information, qui visaient tous à instiller dans l'esprit du peuple, de l'école primaire à l'université, l'idée que le peuple allemand est supérieur, et à convaincre les gens que la mission historique du peuple arien est de devenir les seigneurs de la terre, dont le droit est de dominer le monde. À l'époque, le peuple allemand était beaucoup plus uni que nous ne le sommes aujourd'hui. Néanmoins, l'Allemagne a été vaincue dans la plus grande honte, ainsi que son allié le Japon. Pourquoi? Nous sommes parvenus à certaines conclusions lors des réunions d'études du Politburo, au cours desquelles nous recherchions les lois qui régissaient les vicissitudes de grandes puissances, et essayons d'analyser la croissance rapide de l'Allemagne et du Japon. Lorsque nous décidons de nous revitaliser sur la base du modèle allemand, nous ne devons pas répéter les erreurs qu'ils ont commises. Je répète, lorsque nous décidons de nous revitaliser sur la base du modèle allemand, nous ne devons pas répéter les erreurs qu'ils ont commises. Il y a quelques phrases comme ça, je répéterai, qui sont plus importantes que d'autres.
Plus précisément, les causes fondamentales de leur défaite sont les suivantes. Premièrement, ils ont eu trop d'ennemis en même temps, car ils n'ont pas adhéré au principe de l'élimination des ennemis un par un. Deuxièmement, ils ont été trop impétueux, manquant de la patience et de la persévérance nécessaires aux grandes réalisations. Troisièmement, lorsque le moment est venu pour eux d'être impitoyables, ils se sont avérés être trop mous, laissant ainsi des problèmes qui ont refait surface plus tard. Nazis trop mous. Supposons qu'à l'époque, l'Allemagne et le Japon aient réussi à maintenir la neutralité des États-Unis et aient mené une guerre prolongée, ça c'est une référence à Mao et à sa guerre prolongée, étape par étape sur le front soviétique. S'ils avaient adopté cette approche, gagné du temps pour faire avancer leurs recherches, réussi finalement à obtenir la technologie des armes nucléaires et des missiles, et lancer des attaques surprises contre les États-Unis et l'Union soviétique en les utilisant, alors les États-Unis et l'Union soviétique n'auraient pas été en mesure de se défendre et auraient dû se rendre. Le petit Japon en particulier a commis une erreur flagrante en lançant l'attaque furtive sur Pearl Harbor. Cette attaque n'a pas touché les parties vitales des États-Unis. Au contraire, elle a entraîné les États-Unis dans la guerre, dans les rangs des fossoyeurs qui ont finalement enterré les fascistes allemands et japonais. Bien sûr, s'ils n'avaient pas commis ces trois erreurs et avaient gagné la guerre, l'histoire aurait été écrite d'une manière différente. Si tel avait été le cas, la Chine ne serait plus entre nos mains. Le Japon aurait pu transférer sa capitale en Chine et régner sur la Chine. Ensuite, la Chine et l'ensemble de l'Asie, sous le commandement du Japon, auraient fait jouer à plein la sagesse orientale, conquis l'Ouest dirigé par l'Allemagne et unifié le monde entier. Ceci n'est pas pertinent, bien sûr, alors ne digressons plus. Ainsi, la raison fondamentale des défaites de l'Allemagne et du Japon est que l'histoire ne les a pas disposés à être les seigneurs de la Terre, car ils ne sont pas, après tout, la race la plus supérieure. En comparaison, la Chine d'aujourd'hui ressemble de façon alarmante à l'Allemagne d'alors. Toutes deux se considèrent comme les races les plus supérieures. Toutes deux ont un passé d'exploitation par des puissances étrangères et sont donc vindicatives. Toutes deux ont la tradition de vénérer leurs propres autorités. Toutes deux ont le sentiment que leur espace vital est gravement insuffisant. Toutes deux brandissent les deux bannières du nationalisme et du socialisme et se qualifient de socialisme national. Toutes deux vénèrent un État, un parti, un dirigeant et une doctrine. Et pourtant, si nous devons faire une comparaison entre l'Allemagne et la Chine, alors, comme l'a dit le camarade Jiang Zemin, l'Allemagne appartient à la pédiatrie, trop triviale pour être comparée. Quelle est la taille de la population allemande? Quelle est la taille de son territoire? Et quelle est la longueur de son histoire? Nous avons éliminé 8 millions de soldats nationalistes en seulement 3 ans. Combien d'ennemis l'Allemagne a-t-elle tué? Ils ont été au pouvoir pendant une période transitoire d'un peu plus d'une douzaine d'années avant de périr, alors que nous sommes toujours énergiques après plus de 80 ans d'existence. Notre théorie du déplacement du centre de la civilisation est bien sûr plus profonde que la théorie hitlérienne des seigneurs de la Terre. Notre civilisation est profonde et large, ce qui a déterminé que nous sommes beaucoup plus sages qu'eux. Notre peuple chinois est plus sage que les Allemands parce que fondamentalement notre race est supérieure à la leur. Par conséquent, nous avons une histoire plus longue, une population plus nombreuse et un territoire plus vaste. Sur cette base, nos ancêtres nous ont laissé les deux héritages les plus essentiels, qui sont l'athéisme et la grande unité. C'est Confucius, le fondateur de notre culture chinoise, qui nous a transmis ces héritages. Cet héritage a déterminé que nous avons une plus grande capacité de survie que l'Occident. C'est pourquoi la race chinoise a pu prospérer pendant si longtemps. Nous sommes destinés à ne pas être enterrés par le ciel ou la terre, quelle que soit la gravité des catastrophes naturelles, humaines ou nationales. C'est notre avantage. Prenons l'exemple de la réponse à la guerre. Si les États-Unis subsistent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu de guerre sur leur continent. Une fois que leurs ennemis ont visé le continent, ces ennemis atteignent Washington avant que leur congrès n'ait fini de débattre et autoriser le président à déclarer la guerre. Mais en ce qui nous concerne, nous ne perdons pas de temps pour ces choses insignifiantes. Le camarade Deng Xiaoping a dit un jour « La direction du parti est prompte à prendre des décisions. Une fois qu'une décision est prise, elle est immédiatement appliquée. Il n'y a pas de perte de temps pour des choses insignifiantes comme dans les pays capitalistes. C'est notre avantage. Le centralisme démocratique de notre parti s'appuie sur la tradition de la grande unité. Bien que l'Allemagne fasciste ait également mis l'accent sur le centralisme de haut niveau, elle ne s'est concentrée que sur le pouvoir du haut dirigeant, mais a ignoré la direction collective du groupe central. C'est pourquoi Hitler a été trahi par de nombreuses personnes plus tard dans sa vie, ce qui a fondamentalement vidé les nazis de leur capacité de guerre. Ce qui nous différencie de l'Allemagne, c'est que nous sommes des athées complets, alors que l'Allemagne était principalement un pays catholique et protestant. Hitler n'était qu'à moitié athée. Même si Hitler croyait également que les citoyens ordinaires avaient une faible intelligence et que les dirigeants devaient donc prendre les décisions, même si les Allemands vénéraient Hitler à l'époque, l'Allemagne n'avait pas la tradition de vénérer les sages sur une large base. Notre société chinoise a toujours vénéré les sages,
Et ce parce que nous ne vénérons aucun dieu. Une fois que vous vénérez un dieu, vous ne pouvez pas vénérer une personne en même temps, sauf si vous reconnaissez la personne comme le représentant du dieu, comme c'est le cas dans les pays du Moyen-Orient. En revanche, une fois que vous reconnaissez une personne comme un sage, vous voudrez bien sûr qu'elle soit votre chef. C'est le fondement de notre centralisme démocratique. En fin de compte, seule la Chine est une force fiable pour résister au système démocratique occidental basé sur le Parlement. La dictature d'Hitler en Allemagne n'était peut-être qu'une erreur momentanée de l'histoire. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons récemment décidé de promouvoir davantage l'athéisme. Si nous laissons la théologie de l'Occident entrer en Chine et nous vider de l'intérieur, si nous laissons tous les Chinois écouter Dieu et suivre Dieu, qui nous écoutera et nous suivra docilement ? Si les gens du peuple ne croient pas que le camarade Hu Jintao est un dirigeant qualifié, remettent en question son autorité et veulent le surveiller, si les adeptes de la religion dans notre société se demandent pourquoi nous laissons Dieu dans les églises, notre parti peut-il continuer à diriger la Chine ? Le rêve de l'Allemagne d'être le seigneur de la Terre a échoué, car en fin de compte, l'histoire ne lui a pas conféré cette grande mission. Mais les 3 leçons que l'Allemagne a tirées de l'expérience sont ce dont nous devrions nous souvenir pour mener à bien notre mission historique et revitaliser notre race. Revitaliser notre race, hein, pas de problème. Ces 3 leçons sont les suivantes. Saisir fermement l'espace vital du pays, saisir fermement le contrôle du parti sur la nation, et saisir fermement la direction générale pour devenir le seigneur de la Terre. Justement, j'aimerais aborder ces 3 questions. La première question est l'espace vital. C'est le plus gros objectif de la revitalisation de la race chinoise. Dans mon dernier discours, j'ai dit que la lutte pour les ressources vivantes de base, y compris la terre et l'océan, est à l'origine de la grande majorité des guerres de l'histoire. Cela peut changer à l'ère de l'information, mais pas fondamentalement. Nos ressources par habitant sont bien inférieures à celles de l'Allemagne de l'époque. En outre, le développement économique de ces 20 dernières années a eu un impact négatif, et les climats changent rapidement pour le pire. Nos ressources sont très limitées. L'environnement est gravement pollué, en particulier celui du sol, de l'eau et de l'air. Non seulement notre capacité à soutenir et à développer notre race, mais aussi sa survie, sont gravement menacées, à un degré bien supérieur à celui auquel l'Allemagne a été confrontée à l'époque. Quiconque a visité les pays occidentaux sait que leur espace vital est bien meilleur que le nôtre. Ils ont des forêts le long des autoroutes, alors que nous n'avons presque pas d'arbres le long de nos rues. C'est pour ça qu'ils nous volent tous nos chênes notamment, nos grumes de chênes. Leur ciel est souvent bleu avec des nuages blancs, alors que notre ciel est recouvert d'une couche de brume sombre. L'eau de leur robinet est suffisamment propre pour être bue, alors que même notre eau souterraine est si polluée qu'elle ne peut être bue sans être filtrée. Chez eux, il y a peu de monde dans les rues, et 2 ou 3 personnes peuvent occuper un petit immeuble d'habitation. A l'inverse, nos rues grouillent toujours de monde, et plusieurs personnes doivent se partager une chambre. Il y a de nombreuses années, un livre intitulé « Catastrophe jaune » a été publié. Il y était dit qu'à cause de notre mode de consommation à l'américaine, nos ressources limitées ne pourraient plus supporter la population et que la société s'effondrerait dès que notre population atteindrait 1,3 milliard d'habitants. Or, notre population a déjà dépassé cette limite, et nous dépendons désormais des importations pour soutenir notre nation. Alors, moi ça me fait penser d'ailleurs qu'ils ont réautorisé, donc à partir de 2015, je crois, à avoir 2 enfants. Donc ça c'est sous Xi Jinping, après une politique de l'enfant unique qui datait de 1979 quand même. Et donc, on voit bien, et là ils ont autorisé récemment à repasser à 3 enfants par femme. Donc on voit bien qu'ils sont dans un nouvel expansionnisme démographique. Pourquoi à votre avis ? S'ils ont vraiment une limitation des ressources naturelles, ça ne devrait pas être leur intérêt. Mais c'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête, et ce ministre des Affaires étrangères va vous en parler justement. Ce n'est pas que nous n'ayons pas prêté attention à cette question, le ministère des Ressources foncières est spécialisé dans cette question. Mais le terme « espace vital », Lebensraum, est trop étroitement lié à l'Allemagne nazie. Si nous ne voulons pas en parler trop ouvertement, c'est pour éviter que l'Occident ne nous associe à l'Allemagne nazie. C'est pour ça que je ne cesse de l'associer, le Parti communiste chinois, à l'Allemagne nazie, parce que ça les dérange. Ce qui pourrait à son tour renforcer l'idée que la Chine est une menace. Je répète, le terme « espace vital », Lebensraum, est trop étroitement lié à l'Allemagne nazie. Si nous ne voulons pas en parler trop ouvertement, c'est pour éviter que l'Occident ne nous associe à l'Allemagne nazie, ce qui pourrait à son tour renforcer l'idée que la Chine est une menace. Ils ne veulent surtout pas que la Chine soit considérée comme une menace, ils veulent endormir tout le monde. Regardez ailleurs, faire diversion, regardez l'islam, regardez les juifs, regardez ce que vous voulez. Par conséquent, lorsque nous mettons l'accent sur la nouvelle théorie de Hexing,
Les droits de l'homme ne sont pas que des droits vivants. Il cite la théorie de Hexing. Les droits de l'homme ne sont que des droits vivants. Nous ne parlons que de vital, mais pas d'espace. Vivant, droit vital, mais pas d'espace, afin d'éviter le terme espace vital. Du point de vue de l'histoire, la raison pour laquelle la Chine est confrontée à la question de l'espace vital est que les pays occidentaux ont établi des colonies avant les pays de l'Est. Les pays occidentaux ont établi des colonies dans le monde entier, se donnant ainsi un avantage sur la question de l'espace vital. Pour résoudre ce problème, nous devons conduire le peuple chinois en dehors de la Chine, afin qu'il puisse se développer en dehors de la Chine. On comprend mieux les nouvelles routes de la soie. La deuxième question est l'accent que nous mettons sur la capacité de leadership du parti au pouvoir. Nous avons fait mieux sur ce point que leur parti. Je parle du parti nazi. Bien que les nazis aient étendu leur pouvoir à tous les aspects du gouvernement national allemand, ils n'ont pas insisté sur leur position de leadership absolue comme nous l'avons fait. Ils ne considéraient pas la question de la gestion du pouvoir du parti comme une priorité absolue, ce que nous avons fait. Lorsque le camarade Mao a résumé les 3 trésors de la victoire de notre parti dans la conquête du pays, il a considéré que le trésor le plus important était le développement du Parti communiste chinois et le renforcement de sa position de leader. J'enregistre cette vidéo le 29 juin, donc l'avant-veille du 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois à Shanghai en 1921. Et là, en ce moment, vous avez justement cette propagande pour bien insister sur le fait que le Parti communiste chinois est le plus important. Nous devons nous concentrer sur 2 points pour fortifier notre position de leader et améliorer notre capacité de leadership. Le premier est de promouvoir la théorie des 3 représentants, en soulignant que notre parti est le pionnier de la race chinoise, en plus d'être le pionnier du prolétariat. De nombreux citoyens disent en privé « Nous n'avons jamais voté pour vous, le Parti communiste, ni pour que vous nous représentiez. Comment pouvez-vous prétendre à être nos représentants ?» Bonne question. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cette question. Le camarade Mao a dit que si nous pouvions diriger le peuple chinois en dehors de la Chine, en résolvant le manque d'espace vital en Chine, le peuple chinois nous soutiendra. À ce moment-là, nous n'aurons pas à nous soucier des étiquettes de totalitarisme ou de dictature. La question de savoir si nous pourrons toujours représenter le peuple chinois dépend de notre capacité à mener le peuple chinois hors de Chine. Le deuxième point, à savoir si nous pouvons mener le peuple chinois hors de Chine, est le facteur le plus déterminant de la position de leader du Parti communiste chinois. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Tout le monde sait que sans le leadership de notre parti, la Chine n'existerait pas aujourd'hui. Par conséquent, notre plus grand principe est de protéger à jamais la position de leader de notre parti. Avant le 4 juin, donc là il fait référence au 4 juin 1989, et ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les événements de Tiananmen, nous avions vaguement compris que tant que l'économie chinoise serait développée, le peuple soutiendrait et aimerait le Parti communiste chinois. Nous avons donc dû utiliser plusieurs décennies de temps de paix pour développer l'économie chinoise. Peu importe le type de chat, qu'il soit blanc ou noir, c'est un bon chat s'il peut développer l'économie chinoise. Là, il cite Deng Xiaoping. Mais à l'époque, nous n'avions pas d'idée mûre sur la manière dont la Chine traiterait les différends internationaux une fois son économie développée. Le camarade Deng Xiaoping disait alors que les thèmes principaux dans le monde étaient la paix et le développement. Mais l'émeute du 4 juin 1989 a donné à notre parti un avertissement et nous a donné une leçon qui est toujours d'actualité. La pression de l'évolution pacifique de la Chine nous pousse à reconsidérer ces 2 thèmes principaux de notre époque. Nous constatons qu'aucune de ces 2 questions, la paix et le développement, n'a été résolue. Les forces d'opposition occidentales changent toujours le monde selon leur propre vision. Elles veulent changer la Chine et utiliser l'évolution pacifique pour renverser la direction de notre parti communiste. Par conséquent, si nous ne développons que l'économie, nous risquons toujours de perdre le contrôle. L'émeute du 4 juin a presque réussi à amener une transition pacifique. Si ce n'était du fait qu'un grand nombre de camarades vétérans étaient encore en vie et qu'au moment crucial ils ont écarté Zhao Ziyang et ses partisans, nous n'aurions tous été mis en prison. Après notre mort, nous aurions eu trop honte pour nous présenter à Marx. Bien que nous ayons... Je sais pas pourquoi il dit ça, parce qu'il ne croit pas à la vie après la mort. Mais bon. Bien que nous ayons passé l'épreuve du 4 juin, après le décès de notre groupe de camarades aînés, sans notre contrôle, l'évolution pacifique peut encore arriver en Chine, comme elle l'a fait pour l'ancienne Union soviétique. En 1956, ils ont réprimé l'incident hongrois et vaincu les attaques des révisionnistes de Tito en Yougoslavie, mais ils n'ont pas pu résister à Gorbatchev 30 ans plus tard. Une fois que ces camarades aînés pionniers sont morts,
le pouvoir du Parti communiste a été pris par une évolution pacifiste. Après la répression de l'émeute du 4 juin, nous avons réfléchi à la manière d'empêcher la Chine d'évoluer pacifiquement et de maintenir le leadership du Parti communiste. Nous y avons réfléchi encore et encore, mais nous n'avons pas trouvé de bonnes idées. Si nous n'avons pas de bonnes idées, la Chine évoluera inévitablement de manière pacifique et nous deviendrons tous des criminels dans l'histoire. C'est ce qu'ils craignent le plus, ces gens-là, c'est un nouveau tribunal de Nuremberg pour les Chinois, du Parti communiste chinois. Après une profonde réflexion, nous sommes finalement arrivés à cette conclusion. Ce n'est qu'en transformant notre force nationale en force de première frappe vers l'extérieur, ce n'est qu'en amenant les gens à sortir, que nous pourrons gagner pour toujours le soutien et l'amour du peuple chinois pour le Parti communiste. Notre parti se tiendra alors sur un terrain invincible, et le peuple chinois devra dépendre du Parti communiste chinois. Ils suivront à jamais le Parti communiste de tout leur cœur et de tout leur esprit, comme l'indiquait un couplet fréquemment entendu dans les campagnes il y a quelques années. Écoutez le président Mao, suivez le Parti communiste. Par conséquent, l'émeute du 4 juin nous a fait comprendre que nous devions combiner le développement économique avec la préparation à la guerre et l'incitation du peuple à sortir. Par conséquent, depuis lors, notre politique de défense nationale a pris un virage à 180 degrés et nous insistons de plus en plus sur le fait de combiner la paix et la guerre. Notre développement économique a pour but de préparer les besoins de la guerre. C'est exactement ce que j'ai dit à Édouard Husson lors du premier débat que j'ai fait avec lui sur cette chaîne. Vous verrez. Et j'avais pas lu ce discours avant. Publiquement, nous mettons toujours l'accent sur le développement économique, mais en réalité, le développement économique a pour centre la guerre. C'est exactement ce que je lui ai dit. Nous avons fait d'énormes efforts pour construire le projet de la Grande Muraille, afin d'ériger le long de nos frontières côtières et terrestres, ainsi qu'autour des grandes et moyennes villes, une solide Grande Muraille souterraine, capable de résister à une guerre nucléaire. Nous stockons également tout le matériel de guerre nécessaire. Par conséquent, nous n'hésiterons pas à mener une troisième guerre mondiale. Donc là, vous avez le Daily Mail qui révèle le 8 mai 2021 que le terme de Troisième Guerre mondiale était utilisé par l'armée de libération populaire chinoise donc, en 2015. Et là, vous le trouvez à nouveau dès 2001-2002, dans la bouche du ministre de la Défense chinoise. Ça a toujours été à leur esprit de déclencher une Troisième Guerre mondiale. Donc, mener une Troisième Guerre mondiale afin d'amener le peuple à sortir et d'assurer la position de leader du parti. En tout état de cause, nous, le Parti communiste chinois, ne nous retirerons jamais de la scène de l'histoire. Nous préférons que le monde entier, ou même le globe entier, partage la vie et la mort avec nous, plutôt que de nous retirer de la scène de l'histoire. Ça, c'est du Hitler dans le texte. N'existe-t-il pas une théorie de la servitude nucléaire ? Elle signifie que puisque les armes nucléaires ont lié la sécurité du monde entier, tous mourront ensemble si la mort est inévitable. À mon avis, il existe un autre type de lien, à savoir que le destin de notre parti est lié à celui du monde entier. Si nous, le Parti communiste chinois, sommes finis, la Chine sera finie et le monde sera fini. La mission historique de notre parti est de conduire le peuple chinois à sortir. Si nous adoptons une vision à long terme, nous verrons que l'histoire nous a conduits sur cette voie. Premièrement, la longue histoire de la Chine a donné naissance à la plus grande population du monde, en incluant les Chinois en Chine et à l'étranger. Deuxièmement, une fois que nous aurons ouvert nos portes, les capitalistes occidentaux à la recherche de profits investiront des capitaux et des technologies en Chine pour contribuer à notre développement, afin de pouvoir occuper le plus grand marché du monde. C'est ce qui s'est vérifié ensuite, puisque la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, et depuis, c'est exactement ce qui s'est passé. Quatrièmement, la grande expansion économique de la Chine entraînera inévitablement une diminution de l'espace vital par habitant pour le peuple chinois, ce qui encouragera la Chine à se tourner vers l'extérieur à la recherche d'un nouvel espace vital. Cinquièmement, la grande expansion économique de la Chine s'accompagnera inévitablement d'un développement significatif de nos forces militaires, créant ainsi les conditions de notre expansion à l'étranger. Depuis l'époque de Napoléon, l'Occident est attentif à l'éventuel réveil du lion endormi qu'est la Chine. Aujourd'hui, le lion endormi se lève et s'avance dans le monde. Il est devenu inarrêtable. Quelle est la troisième question que nous devons aborder fermement afin d'accomplir notre mission historique de renaissance nationale ? C'est de s'accrocher fermement à la grande question de l'Amérique. Cela semble choquant, mais la logique est en fait très simple.
le camarade He Xing a émis un jugement très fondamental et très raisonnable. Il a affirmé dans son rapport au comité central du parti « La renaissance de la Chine est en conflit fondamental avec l'intérêt stratégique occidental et sera donc inévitablement entravée par les pays occidentaux qui font tout ce qu'ils peuvent. Ainsi, ce n'est qu'en brisant le blocus formé par les pays occidentaux dirigés par les États-Unis que la Chine pourra se développer et diriger le monde. Les États-Unis nous permettent-ils de sortir pour gagner un nouvel espace vital ? Tout d'abord, si les États-Unis nous bloquent fermement, il est difficile pour nous de faire quoi que ce soit d'important à Taïwan, au Vietnam, en Inde ou même au Japon. Alors, quel espace vital supplémentaire pouvons-nous obtenir ? Quasiment aucun. Seuls des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie disposent de vastes terres pour répondre à notre besoin de colonisation massive. Donc vous voyez, on voit les choses différemment si... c'est exactement ce que disait le pape Pie XII d'ailleurs, avant 1958. Donc bien avant cette déclaration, il avait dit les Chinois représentent la plus grande menace pour l'humanité parce qu'à un moment, ils vont conquérir le reste de la Terre. Et là, c'est étonnant d'ailleurs que ce ministre de la Défense parle des États-Unis, du Canada et de l'Australie, qui disposent de vastes terres pour répondre à notre besoin de colonisation massive, mais qui ne parle pas du Brésil ou de l'Amérique du Sud. Ça m'a un peu étonné. Brésil qui est aux mains aujourd'hui de la Chine communiste. Je vous renvoie à ma vidéo, je crois que j'ai fait une vidéo sur le Brésil, justement. Sinon sur l'Amérique latine. Par conséquent, la résolution de la question de l'Amérique est la clé de la résolution de tous les autres problèmes, mais ça avant Taïwan. Premièrement, cela nous permet de faire migrer de nombreuses personnes là-bas, et même d'établir une autre Chine, sous la même direction du Parti communiste chinois. L'Amérique a été découverte à l'origine par les ancêtres de la race jaune, mais Colomb en a attribué le mérite à la race blanche. Nous, les descendants de la nation chinoise, avons droit à la possession de la terre. On dit que les résidents de la race jaune ont un statut social très bas aux États-Unis, ce qui est faux. Nous devons les libérer. Deuxièmement, après avoir résolu la question de l'Amérique, les pays occidentaux d'Europe s'inclineront devant nous, sans parler de Taïwan, du Japon et d'autres petits pays. Je répète, deuxièmement, après avoir résolu la question de l'Amérique, les pays occidentaux d'Europe s'inclineront devant nous, sans parler de Taïwan, du Japon et d'autres petits pays. Par conséquent, la résolution de la question de l'Amérique est la mission assignée aux membres du Parti communiste chinois par l'histoire. Je pense parfois qu'il est cruel que la Chine et les États-Unis soient des ennemis qui se rencontrent sur une route étroite. Vous souvenez-vous d'un film sur les troupes de l'armée de libération dirigées par Liu Bocheng et Deng Xiaoping ? Le titre est quelque chose comme « Bataille décisive sur les plaines centrales ». Il y a une remarque célèbre dans le film qui est pleine de puissance et de grandeur. Les ennemis se rencontrent forcément sur une route étroite, seuls les courageux gagneront. C'est ce genre d'esprit de combat pour gagner ou mourir qui nous a permis de prendre le pouvoir en Chine continentale. C'est le destin historique qui veut que la Chine et les États-Unis en viennent à une confrontation inévitable sur un chemin étroit et se battent l'un contre l'autre. Les États-Unis, contrairement à la Russie et au Japon, n'ont jamais occupé et blessé la Chine, et ont également aidé la Chine dans sa lutte contre les Japonais. Mais ils seront certainement une obstruction, et la plus grande obstruction. À long terme, la relation entre la Chine et les États-Unis est une lutte à mort. À long terme, la relation entre la Chine et les États-Unis est une lutte à mort. Un jour, des Américains sont venus nous rendre visite et ont essayé de nous convaincre que la relation entre la Chine et les États-Unis est une relation d'interdépendance. Le camarade Deng Xiaoping a répondu d'une manière polie. Allez dire à votre gouvernement, la Chine et les États-Unis n'ont pas une telle relation d'interdépendance et de dépendance mutuelle. En fait, le camarade Xiaoping était trop poli. Il aurait pu être plus franc, en disant par exemple, la relation entre la Chine et les États-Unis est une relation de lutte à mort. Bien sûr, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le moment de rompre ouvertement avec eux. On est en 2001-2002. Notre réforme et notre ouverture au monde extérieur reposent toujours sur leurs capitaux et leurs technologies. Nous avons toujours besoin de l'Amérique. Par conséquent, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir nos relations avec l'Amérique, apprendre de l'Amérique dans tous les aspects, et utiliser l'Amérique comme exemple pour reconstruire notre pays. Ils ne s'en sont pas privés. Comment avons-nous géré nos affaires étrangères au cours de ces années ? Même si nous devions afficher un visage souriant pour leur faire plaisir, même si nous devions leur tendre la joue droite après qu'ils aient frappé la joue gauche, notre joue gauche, nous devons quand même endurer afin de promouvoir nos relations avec les États-Unis. Vous souvenez-vous du personnage de Wuxun dans le film L'histoire de Wuxun ? Afin d'accomplir sa mission, il a enduré tant de douleurs et a subi tant de coups et de coups de pied
Les États-Unis sont le pays le plus prospère du monde aujourd'hui. Ce n'est qu'après avoir appris toutes les expériences utiles que nous pourrons les remplacer à l'avenir. Même si nous imitons actuellement la ligne américaine, la Chine et les États-Unis s'appuient l'un sur l'autre et partagent l'honneur et le déshonneur, nous ne devons pas oublier que l'histoire de notre civilisation nous a appris à plusieurs reprises qu'une montagne ne permet pas à deux tigres de vivre ensemble. Ça c'est connu, un des proverbes chinois, très connu. Alors, est-ce que c'est ce que les réalisateurs du film Godzilla contre Kong avaient en tête quand ils l'ont fait? Parce que très clairement, il ne peut en rester qu'un, c'est Highlander ça, mais Godzilla c'est ça, vous avez deux super prédateurs qui ne sont pas tranquilles tant que l'un des deux reste dans leur monde. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, spoiler alert, mais Kong finit par partir dans une autre partie du monde souterrain, et là Godzilla ça lui convient. Et donc, c'est un peu ça entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Alors, le ministre continue. Nous ne devons pas non plus oublier ce que le camarade Deng Xiaoping a souligné. S'abstenir de révéler ses ambitions et mettre les autres hors jeu. Le message caché est le suivant. Nous devons supporter l'Amérique. Nous devons dissimuler nos objectifs ultimes, cacher nos capacités et attendre l'occasion. De cette façon, notre esprit est clair. Pourquoi n'avons-nous pas remplacé notre hymne national par quelque chose de pacifique? Pourquoi n'avons-nous pas changé le thème de la guerre dans l'hymne? Au lieu de cela, lors de la révision de la Constitution cette fois-ci, nous avons clairement spécifié pour la première fois que la marche des volontaires est notre hymne national. Nous comprendrons ainsi pourquoi nous parlons constamment à voix haute de la question taïwanaise, mais pas de la question américaine. Nous connaissons tous le principe de faire une chose sous le couvert d'une autre. Si les gens ordinaires ne peuvent voir que la petite île de Taïwan dans leurs yeux, alors vous, en tant qu'élite de notre pays, devriez être capable de voir l'ensemble de notre cause. Au cours de ces années, selon l'arrangement du camarade Deng Xiaoping, une grande partie de notre territoire dans le nord a été cédée à la Russie. Pensez-vous vraiment que notre comité du parti est un imbécile? Pour résoudre la question de l'Amérique, nous devons être capables de transcender les conventions et les restrictions. Dans l'histoire, lorsqu'un pays en battait un autre ou en occupait un autre, il ne pouvait pas tuer tous les habitants du pays conquis, car à l'époque, on ne pouvait pas tuer efficacement les gens avec des sabres ou de longues lances, ni même avec des fusils ou des mitrailleuses. Par conséquent, il était impossible de gagner une étendue de terre sans garder les gens sur cette terre. Cependant, si nous conquérions l'Amérique de cette manière, nous ne pourrions pas y faire migrer beaucoup de gens. Et écoutez bien, ce n'est qu'en utilisant des moyens spéciaux pour nettoyer l'Amérique que nous pourrons y conduire le peuple chinois. C'est le seul choix qui nous reste. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes prêts à le faire ou non. Quels sont les moyens spéciaux dont nous disposons pour nettoyer l'Amérique? Carrément. C'est le seul choix qui nous reste. Ces mecs-là sont des tarés. Alors, les armes conventionnelles, telles que les chasseurs, les canons, les missiles et les cuirassés, ne feront pas l'affaire. Pas plus que les armes hautement destructrices, telles que les armes nucléaires. Nous ne sommes pas stupides au point de vouloir périr avec l'Amérique en utilisant des armes nucléaires, même si nous avons clamé que nous voulions résoudre la question de Taïwan à n'importe quel prix. Je vous rappelle que ce discours est donc, date de 2 ans après la publication de Guerre hors limite. Et dans Guerre hors limite, c'est très clairement ça, ils disent on ne va pas se mesurer avec les États-Unis, avec notre armée. On ne pourra jamais gagner. Par contre, la guerre hors limite, là, ça risque de marcher. Ce n'est qu'en utilisant des armes non destructrices, qui peuvent tuer beaucoup de gens, que nous pourrons nous réserver l'Amérique. On va se réserver l'Amérique. La technologie biologique moderne, alors voilà, on y arrive. La technologie biologique moderne a connu un développement rapide et de nouvelles armes biologiques ont été inventées les unes après les autres. Bien sûr, nous ne sommes pas restés inactifs. Ces dernières années, nous avons saisi l'occasion de maîtriser des armes de ce type. Nous sommes capables d'atteindre notre objectif de nettoyer l'Amérique d'un coup. Lorsque le camarade Deng Xiaoping était encore parmi nous, le comité central du parti a eu la perspicacité de prendre la bonne décision de ne pas développer de groupes de porte-avions et de se concentrer plutôt sur le développement d'armes létales capables d'éliminer des populations massives du pays ennemi. D'un point de vue humanitaire, nous devrions lancer un avertissement au peuple américain et le persuader de quitter l'Amérique et de laisser au peuple chinois les terres qu'il a habitées. Ou du moins, il devrait laisser la moitié des États-Unis comme colonie chinoise, car l'Amérique a été découverte par les Chinois. Mais cela marcherait-il? Non. Ça, c'est moi qui rajoute. Non. Si cette stratégie ne fonctionne pas,
alors il ne nous reste qu'un seul choix, c'est-à-dire utiliser des moyens décisifs pour nettoyer l'Amérique et la réserver pour notre usage dans un moment. Notre expérience historique a prouvé que, tant que nous y parvenons, personne dans le monde ne peut rien faire contre nous. Et là, écoutez bien. De plus, si les États-Unis, en tant que leaders, disparaissent, les autres ennemis doivent se rendre à nous. C'est la théorie des dominos. Si vous faites tomber le plus grand domino, tous les autres tombent avec. Les armes biologiques sont sans précédent dans leur impitoyabilité. C'est pour ça que moi, quand je parle d'attaque biologique et qu'un historien comme Édouard Husson, qui a connaissance de ce texte, mais même si il dit on n'est pas sûr de l'authenticité, il avait connaissance de ce texte, il m'en a parlé pendant notre débat sur Sud Radio, et moi je ne le connaissais pas à l'époque, c'est ce qui me l'a fait découvrir notamment. Comment est-ce qu'on peut dire non, c'est pas une attaque biologique, alors que même sans connaître ce texte, on le voit, mais en plus en connaissant ce texte, comme le connaissait Édouard Husson déjà avant notre débat, comment est-ce qu'il peut nier l'évidence? C'est affolant, affligeant, là, tous les mots. Donc je répète, les armes biologiques sont sans précédent dans leur impitoyabilité. Mais si les Américains ne meurent pas, les Chinois doivent mourir. Si le peuple chinois reste attaché à leur terre actuelle, un effondrement total de la société est inévitable. Ça, c'est probablement vrai, hein, parce qu'ils sont tellement nombreux, c'est tellement pollué, et donc ça les pousse à l'extérieur, tout comme l'effondrement de l'économie nazie poussait Hitler à l'extérieur. Selon le calcul de l'auteur de Catastrophe jaune, plus de la moitié des Chinois mourront, et ce chiffre s'élèverait à plus de 800 millions de personnes. Juste après la libération, notre terre jaune comptait plus de 500 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui, le chiffre officiel de la population est de plus de 1,3 milliard, et même de 1,4 maintenant, 20 ans plus tard. Cette terre jaune a atteint la limite de ses capacités. Un jour, qui sait quand il arrivera, le grand effondrement se produira à tout moment, et plus de la moitié de la population devra partir. Et d'ailleurs, la Chine fait énormément de stocks de céréales, de toutes les nourritures qu'elle peut trouver un peu partout, elle les paye très cher, ça fait monter les cours. On en est là. Et aussi parce qu'elle se prépare à la deuxième phase de son attaque, qui va arrêter, tout ça c'est ma thèse, mais c'est assez évident à comprendre, ça va arrêter tous les transports, donc on ne pourra plus compter que sur sa propre production ou ce qu'on a déjà importé et stocké. Nous devons nous préparer à deux scénarios. Si nos armes biologiques réussissent l'attaque surprise, le peuple chinois pourra limiter au maximum ses pertes dans la lutte contre les États-Unis. Si en revanche l'attaque échoue et déclenche une riposte nucléaire des États-Unis, la Chine subira peut-être une catastrophe dans laquelle plus de la moitié de la population périra. C'est pourquoi nous devons être prêts avec des systèmes de défense aérienne pour nos villes grandes et moyennes. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'aller de l'avant sans crainte, pour le bien de notre parti, de notre État et pour l'avenir de notre nation, quelles que soient les difficultés que nous devons affronter, les sacrifices que nous devons faire. La population, même si plus de la moitié meurt, peut se reproduire. Mais si le parti tombe, tout est perdu et pour toujours. Ouais. C'est ça. Alors, dans l'histoire chinoise, lors du remplacement des dynasties, les impitoyables ont toujours gagné et les bienveillants ont toujours échoué. L'exemple le plus typique concerne Xiang Yu, roi de Chu, qui après avoir vaincu Liu Bang, n'a pas continué à le poursuivre et à éliminer ses forces, et sa mansuétude a entraîné la mort de Xiang Yu et la victoire de Liu. Par conséquent, nous devons souligner l'importance d'adopter des mesures résolues. À l'avenir, les deux rivaux, la Chine et les États-Unis, finiront par se rencontrer sur une route étroite, et notre indulgence envers les Américains sera synonyme de cruauté envers le peuple chinois. Ici, certaines personnes voudront peut-être me demander « Qu'en est-il des plusieurs millions de nos compatriotes aux États-Unis » Ils pourraient demander « Ne sommes-nous pas contre le fait que des Chinois tuent d'autres Chinois ?» Ces camarades sont trop pédants. Ils ne sont pas assez pragmatiques. Si nous avions insisté sur le principe selon lequel les Chinois ne doivent pas tuer d'autres Chinois, aurions-nous libéré la Chine? Quant aux plusieurs millions de Chinois qui vivent aux États-Unis, il aurait pu parler aussi des massacres de Mao. Quant aux plusieurs millions de Chinois qui vivent aux États-Unis, il s'agit bien sûr d'une question importante. C'est pourquoi ces dernières années, nous avons mené des recherches sur les armes génétiques, c'est-à-dire les armes qui ne tuent pas les jaunes. Et voilà, le virus anti-blanc dont Mike Go a parlé, qui serait a priori leur deuxième attaque. Mais il est extrêmement difficile de produire un résultat avec ce type de recherche, sauf qu'entre-temps, ils ont beaucoup progressé. Parmi les recherches effectuées sur les armes génétiques dans le monde, donc ils le faisaient dès ce moment-là, Israël est le plus avancé. Les armes génétiques d'Israël sont conçues pour cibler les Arabes et protéger les Israéliens. Mais même elles n'ont pas atteint le stade du déploiement réel. Nous avons coopéré avec Israël sur certaines recherches
Peut-être pouvons-nous introduire certaines des technologies utilisées pour protéger les Israéliens et remodeler ces technologies pour protéger le peuple jaune. Mais leurs technologies ne sont pas encore matures. Il nous est difficile de les dépasser en quelques années. S'il faut attendre 5 ou 10 ans pour réaliser une percée dans le domaine des armes génétiques, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Vous voyez, ils sont patients, mais leur patience a des limites quand même. Et là, on est bien dans le timing, c'est déjà, ils ont lancé l'attaque 10 ans après. Vous allez voir ce que dit ce ministre de la Défense. Les vieux camarades comme nous ne peuvent pas se permettre d'attendre aussi longtemps, car nous n'avons pas autant de temps à vivre. Les vieux soldats de mon âge peuvent peut-être attendre 5 ou 10 ans. Mais ceux de la période de la guerre anti-japonaise ou les quelques vieux soldats de l'armée rouge ne peuvent plus attendre. Il est plus important que de ne pas faire attendre les vieux des guerres précédentes. Par conséquent, nous devons renoncer à nos attentes concernant les armes génétiques. Bien sûr, d'un autre point de vue, la majorité des Chinois vivant aux États-Unis sont devenus notre fardeau. Alors, vous imaginez, donc ils lancent leur virus anti-blanc aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Ça ne tuera pas les Chinois aux États-Unis. C'est ça qu'ils disent. Alors, bien sûr, d'un autre point de vue, la majorité des Chinois vivant aux États-Unis sont devenus notre fardeau, car ils ont été corrompus par les valeurs libérales bourgeoises pendant longtemps, et il leur serait difficile d'accepter la direction de notre parti. S'ils ont survécu à la guerre, nous devrions lancer des campagnes à l'avenir pour nous occuper d'eux, pour les changer. Vous souvenez-vous encore que lorsque nous venions de vaincre le Kuomintang et de libérer la Chine continentale, tant de gens de la classe bourgeoise et d'intellectuels nous ont accueillis si chaleureusement, mais que nous avons dû ensuite lancer des campagnes telles que la suppression des réactionnaires et le mouvement anti-droite pour les nettoyer et les réformer. Certains d'entre eux sont restés cachés pendant longtemps et n'ont été démasqués qu'au moment de la révolution culturelle. L'histoire a prouvé que toute agitation sociale est susceptible d'entraîner de nombreux décès. On peut peut-être le dire ainsi, la mort est le moteur qui fait avancer l'histoire. Hein, les tarés de marxistes qui pensent. Hein. Cette authenticité ne fait aucun doute, selon moi. Hein, mais bon. Il y a le fond, il y a le contexte, il y a les validations extérieures. Aucun doute. Pendant la période des 3 royaumes, combien de personnes sont mortes? Lorsque Gengis Khan a conquis l'Eurasie, combien de personnes sont mortes? Lorsque les Mandchous ont envahi l'intérieur de la Chine, combien de personnes sont mortes? Il n'y a pas eu beaucoup de morts pendant la révolution de 1911, mais lorsque nous avons renversé les 3 grandes montagnes, et pendant les campagnes politiques telles que la suppression des réactionnaires, la campagne contre les 3 et les 5 anti-campagnes, au moins 20 millions de personnes sont mortes. Nous craignons que certains jeunes d'aujourd'hui ne tremblent de peur lorsqu'ils entendent parler de guerre et de mort. En temps de guerre, nous étions habitués à voir des morts. Le sang et la chair volaient partout. Les cadavres gisaient en tas dans les champs, et le sang coulait comme des rivières. Nous avons tout vu. Sur les champs de bataille, les yeux de tout le monde devenaient rouges à force de tuer, car c'était une lutte à mort, et seuls les courageux survivaient. C'est effectivement brutal de tuer 1 ou 200 millions d'Américains. Je répète, c'est effectivement brutal de tuer 1 ou 200 millions d'Américains. C'est ce que m'a déclaré donc Nyquist en reprenant ce chiffre. Leur but, c'est 100 à 200 millions d'Américains. Mais c'est le seul moyen de garantir un siècle chinois dans lequel le Parti communiste chinois sera à la tête du monde. Le seul moyen, il faut tuer 100 à 200 millions d'Américains. En tant qu'humanitaires révolutionnaires, nous ne voulons pas de mort. Humanitaire révolutionnaire, franchement. Mais si l'histoire nous met devant un choix entre la mort de Chinois et celle d'Américains, nous devons choisir la seconde. Car, pour nous, il est plus important de sauvegarder la vie du peuple chinois et la vie de notre parti. C'est parce qu'après tout, nous sommes Chinois et membres du Parti communiste chinois. Depuis le jour où nous avons rejoint le Parti communiste chinois, le parti, la vie a toujours été au-dessus de tout. L'histoire prouvera que nous avons fait le bon choix. Mais c'est pas terminé. Maintenant, alors que je suis sur le point de terminer mon discours, vous comprenez probablement pourquoi nous voulions savoir si le peuple se soulèverait contre nous si un jour nous adoptions secrètement des moyens résolus pour nettoyer l'Amérique. Nettoyer, ils mettent à chaque fois les guillemets. Hein, le mot est là quand même. Depuis plus de 20 ans, la Chine jouit de la paix et toute une génération n'a pas été éprouvée par la guerre. En particulier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreux changements dans les formats de guerre, le concept de guerre et l'éthique de la guerre. En particulier, depuis l'effondrement de l'ancienne Union soviétique et dans les États communistes d'Europe de l'Est, l'idéologie de l'Occident a fini par dominer le monde dans son ensemble. Et la théorie occidentale de la nature humaine et la vision occidentale des droits de l'homme ont été de plus en plus diffusées par les jeunes en Chine, parmi les jeunes en Chine. Par conséquent, nous n'étions pas très sûrs de l'attitude de la population. Si notre peuple est fondamentalement opposé au nettoyage de l'Amérique, nous devrons bien sûr adopter des mesures correspondantes.
Ça, on leur fait confiance à ces cons-là. Pourquoi n'avons-nous pas réalisé l'enquête par des moyens administratifs plutôt que par le web? Nous avons fait ce que nous avons fait pour une bonne raison. Tout d'abord, nous l'avons fait pour réduire les inférences artificielles et pour nous assurer que nous avons obtenu les véritables pensées des gens. En outre, cette méthode est plus confidentielle et ne révélera pas le véritable objectif de notre enquête. Mais le plus important est le fait que la plupart des personnes qui sont en mesure de répondre aux questions en ligne appartiennent à des groupes sociaux relativement bien éduqués et intelligents. Là, on est encore en 2001-2002, Internet n'est pas généralisé même en Chine. Ce sont les groupes durs et dirigeants qui jouent un rôle décisif au sein de notre peuple. S'ils nous soutiennent, le peuple dans son ensemble nous suivra. S'ils s'opposent à nous, ils joueront un rôle dangereux d'inciter les gens et de créer des perturbations sociales. Ce qui s'est avéré très réconfortant, c'est qu'ils n'ont pas rendu une copie blanche. En fait, ils ont rendu une copie d'examen avec une note supérieure à 80 sur 100. C'est l'excellent résultat du travail de propagande et d'éducation de notre parti au cours des dernières décennies. Bravo. Bien sûr, quelques personnes sous influence occidentale se sont opposées au fait de tirer sur les prisonniers de guerre, des femmes et des enfants. Est-ce que tout le monde est fou? D'autres ont dit, les Chinois aiment se présenter comme un peuple pacifique, mais ils sont en fait le peuple le plus impitoyable. Les commentaires résonnent de meurtres et d'assassinats, ce qui me donne des frissons au cœur. Bien qu'il n'y ait pas trop de personnes qui défendent ce genre de point de vue et qu'elles n'affecteront pas la situation globale de manière significative, nous devons néanmoins renforcer la propagande pour répondre à ce genre d'arguments. Tout est bon pour renforcer la propagande de toute façon. Il s'agit de propager vigoureusement le dernier article du camarade Hexing, qui a déjà été signalé au gouvernement central. Vous pouvez le consulter sur le site web. Si vous vous rendez sur le site en utilisant des mots-clés pour la recherche, vous découvrirez qu'il y a quelque temps, le camarade Hexing a fait remarquer au Hong Kong Business News, lors d'une interview, que les États-Unis ont mis en place une conspiration choquante. Selon ce qu'il avait en main, du 27 septembre au 1er octobre 1995, la fondation Mikhail Gorbatchev, financée par les États-Unis, a réuni 500 des plus importants hommes d'État, dirigeants économiques et scientifiques du monde, dont George Bush, qui n'était pas président des États-Unis à l'époque, la baronne Thatcher, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, ainsi que George Soros, Bill Gates, le futuriste John Naisbitt, etc. Tous les personnages les plus populaires du monde, à l'hôtel Fairmont de San Francisco pour une table ronde de haut niveau, afin de discuter des problèmes liés à la mondialisation et de la manière de guider l'humanité pour qu'elle avance dans le XXIe siècle. D'après ce que He Xing avait en main, les personnalités du monde entier présentes pensaient qu'au XXIe siècle, seuls 20% de la population mondiale suffirait à maintenir l'économie et la prospérité du monde, les 80% restants, soit les 4/5 de la population mondiale, étant des déchets humains, incapables de produire de nouvelles valeurs. Les personnes présentes ont pensé que ces 80% de la population excédentaire seraient une population poubelle et qu'il faudrait utiliser des moyens high-tech pour les éliminer progressivement. Puisque les ennemis planifient secrètement d'éliminer notre population, puisque les Chinois sont sentis visés, nous ne pouvons certainement pas être infiniment miséricordieux et compatissants envers eux. L'article du camarade Hexing est sorti au bon moment. Il a prouvé la justesse de notre approche de la bataille coup pour coup. Un occidental dirait œil pour œil, dent pour dent, mais ils ne sont pas occidentaux. Et la grande prévoyance du camarade Deng Xiaoping à se déployer contre la stratégie militaire des États-Unis. Certes, en diffusant les opinions du camarade Hexing, nous ne pouvons pas publier l'article dans les journaux du parti, afin d'éviter d'éveiller la vigilance de l'ennemi. Donc ça, c'est la bonne stratégie, à l'opposé de celle d'Hitler, qui, dans Mein Kampf, avait tout dit. Quoique, bon, la guerre hors limite, ils disent quasiment tout aussi, mais non. Là, au moins, ce discours, c'est très explicite, en fait, dans guerre hors limite, c'est plutôt implicite, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'on comprend assez facilement quand même. Hein. La conversation de Hexing peut rappeler à l'ennemi que nous avons compris la science et la technologie moderne, y compris la technologie nucléaire propre, ainsi que la technologie des armes biologiques, et que nous pouvons utiliser des mesures puissantes pour éliminer leur population à grande échelle. Voilà, c'est dit. Le dernier problème dont je veux parler est de saisir fermement les préparatifs de la bataille militaire. Actuellement, nous sommes à la croisée des chemins pour avancer ou reculer. Certains camarades ont vu les problèmes affluer partout dans notre pays, le problème de la corruption, le problème des entreprises publiques, des mauvais comptes en banque, des mauvais comptes des banques, des problèmes environnementaux, les problèmes de sécurité de la société, les problèmes d'éducation, du sida, les divers problèmes d'appel, même le problème des émeutes. Ces camarades hésitaient dans leur détermination à se préparer aux batailles militaires. Ils pensaient devrait d'abord s'emparer du problème de la réforme politique, c'est-à-dire que notre propre réforme politique passe en premier. Après avoir résolu les problèmes de l'intérieur, nous pourrons ensuite nous occuper du problème des batailles militaires à l'étranger.
Cela me rappelle la période cruciale de la révolution chinoise en 1948. À cette époque, les chevaux de l'armée populaire de libération buvaient de l'eau, entre guillemets, dans le fleuve Yangtze, mais ils étaient confrontés à des situations extrêmement complexes et à des problèmes difficiles partout dans les zones libérées. Et l'autorité centrale recevait quotidiennement des rapports d'urgence. Que faire? Devions-nous nous arrêter pour gérer les zones arrières et les questions internes avant d'avancer? Ou bien nous presser de passer le fleuve Yangtze d'un seul effort vigoureux? Le président Mao, avec sa sagesse et son courage extraordinaire, a donné l'ordre de marche, poursuivre la révolution jusqu'au bout, et il a libéré toute la Chine. Les problèmes conflictuels que l'on pensait auparavant sérieux ont tous été résolus dans cette grande vague révolutionnaire en marche. Donc, ils pensent que tous leurs problèmes en Chine actuelle vont être résolus aussi par cette attaque dans cette Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il semble que nous soyons dans la même période critique que celle où les chevaux buvaient de l'eau à l'époque du fleuve Yangtze, à l'époque de la Révolution. Tant que nous résolvons le problème des États-Unis d'un seul coup, nos problèmes intérieurs seront tous facilement résolus. Et écoutez bien cette dernière phrase. C'est pourquoi la préparation de nos batailles militaires semble viser Taïwan, mais vise en fait les États-Unis. Et cette préparation va bien au-delà de l'attaque de porte-avions ou de satellites. Voilà. Donc tout le... D'après ce que dit ce ministre, et ce qui se vérifie depuis, parce qu'ils n'ont cessé de menacer Taïwan, ce qui a fait se surarmer Taïwan, mais c'était pour mieux faire diversion d'attaques biologiques, donc qui visaient d'abord et avant tout les États-Unis. Où c'est vrai, elle a fait plus de 600 000 morts, quand même. Le marxisme a souligné que la violence est la sage-femme de la naissance du siècle en Chine. Alors que la guerre approche, je suis plein d'espoir pour nos prochaines générations. Eh ben pas moi. Enfin si, moi j'ai de l'espoir parce que Dieu maîtrise tout ça, mais quand même quand vous voyez des tarés de cette espèce, et là je parle pas de race, mais vraiment des communistes tarés comme on en a vu dans l'histoire, mais alors eux ils ont des moyens maintenant considérables parce qu'ils sont très nombreux, ils s'inscrivent, vous voyez, dans une histoire multimillénaire, et donc ils ont un QI élevé, plus élevé en moyenne, et ils bénéficient de la technologie moderne dont ne bénéficiait pas Hitler ou Staline. Et donc, voilà pourquoi je voulais vous lire ce texte que je découvre récemment, et qu'il faut connaître si on veut comprendre la nature de la Troisième Guerre mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, je vous l'ai lu, vous voyez, quasiment sans commenter, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, mais je crois que c'est assez clair. Et encore une fois, l'authenticité, pour moi, ne fait absolument aucun doute. Parce qu'en plus, il est paru en 2005, dans Epoch Times. Donc là, on est en 2021, donc on a les 16 ans de recul pour voir tout ce qui s'est passé, qui correspond justement. Et en plus, Jeff Nyquist a eu le nez pour le republier en septembre 2019, au moment où ils lançaient leur attaque biologique, donc d'abord en Chine, et puis dans le reste du monde. Voilà, merci pour votre attention. Parlez autour de vous de cette souscription, parce qu'il n'y a qu'ici qu'on vous parle de tout ça, qui sont quand même ce dont on devrait parler matin, midi et soir, parce que sinon c'est le sexe des anges, vous savez, tout ce qu'on voit dans les médias à longueur de temps. Eh bien, parlez-en autour de vous, faites ma pub, soyez mes ambassadeurs, s'il vous plaît, parce que je suis censuré, et c'est pas étonnant, Jeff Nyquist est censuré lui aussi dans son pays. Quand on dit la vérité, on a rarement les médias, les intellectuels, les journalistes et les universitaires avec soi. On les a contre soi. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, vive la Nouvelle France libre. Au revoir.